Bonjour Nico. Bonjour. Bonjour. Alors on va écouter le jingle. Un week-end, un métier, un podcast. WeCast. Il est beau, hein? Ça swing. Ça Swing un peu donne jazzy, j'aime bien. C'est cool. Bienvenue Nico à WeCast. Je te présente Greg. C'est la première fois que je le présente depuis les 6 épisodes qui sont passés aujourd'hui. Le temps passe. Le temps passe. Je me suis dit, il serait peut-être important que je le présente quand même. Eh oui, ça peut être pas mal, ça, dis donc. Bonjour Greg. Bonjour Nico. Tu fais un super travail. Merci. Du coup, est-ce que tu peux nous dire quel est ton travail et quel parcours t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui, s'il te plaît? Tout à fait. Alors moi, je suis pédicure podologue d'intitulé. Donc ce qui est assez surprenant dans mon boulot, c'est que j'ai 2 boulots en un. Parce qu'on est et pédicure et podologue. Alors actuellement, je fais plus que de la podologie, quasi essentiellement. Mais c'est un truc un peu bizarre dans ce métier, parce qu'on a une double formation avec 2 métiers qui sont quand même au final assez différents. Bref, mais on y reviendra peut-être plus tard. Donc, comment j'en suis venu là? Eh ben, je voulais pas faire ce métier à la base. Donc, c'est génial. Les miracles de la vie. À la base, je voulais quand même soigner les gens. Je voulais faire du bien à des gens. Et il y a un métier que je trouvais assez magique. À la base, je voulais faire ostéopathe parce qu'il y a ce côté magique de soigner avec ses mains. Donc ça, je trouvais ça trop fort. Je me suis renseigné un petit peu là-dessus. Et j'ai cru comprendre, en gros, bien, ce que j'ai appris en échangeant avec différents professionnels, c'est qu'à cette époque-là, en tout cas, c'était intéressant d'abord de faire kiné pour pouvoir après faire 2 ans de spécialité et finir ostéo sur ces 5 ans. Mais au final, tu avais un boulot solide de kiné où tu avais un diplôme d'État reconnu. Et après, faire le métier qui m'intéressait, le côté ostéopathie. Et en même temps, pouvoir amorcer un peu le boulot avant. Donc, c'était un peu mon objectif. Et donc, je me suis lancé dans les études pour pouvoir faire kiné. J'ai testé le concours et j'ai foiré. Donc, sur le coup, ça picote un peu. J'ai fait 1 année de prépa, j'ai fait une 2e année de prépa. Et en fait, à chaque fois, faut savoir que les études de kiné, donc, c'est des écoles qui font kiné et podologie. Et donc, voilà, c'est comme ça. Les 2 sont regroupés en paramédical. Et donc, souvent, ce qui se fait, c'est qu'on tente le podo en voie B, quoi. Et comme 90%, voire plus, des podologues, on est un peu tous des kinés refoulés souvent. Mais ça peut se passer très bien par la suite. Et au final, je suis très, très content d'avoir foiré kiné pour me retrouver dans mon chemin parce que je kiffe mon métier. Tout ça pour dire qu'à la base, c'était pas ce qui était planifié. Je savais même pas ce qu'était ce métier, en fait. J'étais allé 1 fois chez un podo quand j'étais gamin. J'ai eu des semelles, je voyais pas trop l'intérêt. C'était des vieux trucs encore en cuir, très durs, pas très esthétiques. Ça me parlait pas plus que ça. Et la partie pédicurie, je la connaissais encore moins parce que c'est plus pour les personnes un peu âgées. Sauf quand tu as des ongles incarnés, mais j'avais jamais eu ce problème. Et donc, bref, je connaissais pas trop ça. Tac. Donc voilà, donc je teste ce concours. On est en gros 4000 candidats. Il y a entre 30 et 90 places. Et j'ai raté. Je suis arrivé dans les 150, je crois, dans un truc comme ça. Du coup, toujours dans la kiné, c'est ça? Dans la kiné. Et puis, bizarrement, en podolo, dès la première année, j'avais tenté histoire 2 comme ça, même si je savais que je voulais pas... même si j'étais pris, je voulais pas y aller. J'avais tenté, et là, j'avais été pris direct. Mais parce que tout le monde, il y a beaucoup moins de concurrence, en fait. Donc voilà. Donc je me suis retrouvé à tester 1 fois, tester la 2e fois. 2e fois, je me dis, est-ce que je fais une 3e année de prépa? Un peu la flemme. J'avoue que je n'étais pas non plus... je suis pas une bête de travail, un peu flemmard, ascendant les copains, l'impro, il y a voilà, d'autres activités à côté. Le plaisir, c'est bien aussi de trouver son équilibre. Et j'étais beaucoup dans mon équilibre, plus de confort que du boulot. Donc, tout ça a fait que voilà, la vie m'a amené à ces échecs. Et donc, je me suis retrouvé en podologie un peu par hasard. Et coup de bol, au début, j'ai découvert un peu en mode je teste, je vois ce que ça donne. Coup de bol, au final, ça m'a plu. En tout cas, ça m'a intéressé parce que ça restait quand même à aider des gens dans le quotidien. En termes de vocation, même si c'est un peu un grand mot,
l'idée, c'était quand même ça, quoi. Des gens, les soulager, leur faire du bien. Et je me disais qu'au pire des cas, il y avait des petites passerelles où depuis Podo, je pouvais quand même refaire des spécialités pour passer en ostéo si je voulais faire de l'ostéo plus tard. Donc, why not? On y va, on fait le boulot. J'avais pas trop d'alternatives comme ça. Et puis, voilà, il y a une dynamique et j'ai un peu suivi tout ça. Et je me dis, on verra bien ce que ça donne. Je t'interromps. Géographiquement, t'es où à ce moment-là? Région T'es en parisienne. Alsace? Région parisienne. En fait, juste pour remettre aussi dans les concours, il y a plusieurs voies, si ça peut intéresser les gens. En tout cas, quand je le faisais, il y avait la voie de soit aller en Belgique, en Alsace, il y a beaucoup qui vont en Allemagne pour la kiné. Donc là, c'était juste sur dossier. Et bêtement, j'ai pas fait la démarche. Alors que pour la Belgique, du coup tester. Ouais, j'aurais bien testé Belgique avec le recul. Je me dis, quitte à avoir fait ça, je l'aurais testé. Mais bon, c'était comme ça. Et puis au final, encore une fois, je regrette pas mon chemin. L'autre voie possible, donc la plupart, c'était donc des écoles privées. Il y avait très peu d'écoles publiques possibles, ou en tout cas avec des places très très restreintes. Mais il y avait quand même quelques universités où on pouvait passer en mode études de médecine. Mais la plupart, c'était un concours. En tout cas, moi, j'étais axé sur le mode prépa pour me préparer au concours d'entrée pour les écoles. Et après, tu testes, tu t'inscris sur les 13 écoles en France. Tu douilles ta race un peu partout et tu fais tous les concours que tu peux. Et puis, tu essayes et tu vois ce que ça donne, quoi. Et après, tu es plus ou moins bien classé selon les concours. Et voilà. Et donc j'étais pas fermé non plus sur une région, mais c'est vrai que la région parisienne m'a arrangé parce que c'est des études qui coûtent cher, hein, que ce soit la partie kiné ou la partie podo. C'est là, moi, j'étais plus donc dans la partie école privée. Je crois que c'était un truc quand même comme 8000 balles l'année, donc ça picote. Hein. Tu peux pas toujours te permettre. Et donc, si en plus c'est région parisienne et que t'as pas un pied à terre, c'est chaud. Moi, j'ai le gros privilège déjà de pouvoir avoir une famille qui m'aide et qui me permet de payer mes études. Et en plus de ça, le privilège d'avoir mes parents qui étaient en région parisienne. Donc, tu tapes les 1 heure de transport tous les jours, aller 1 heure de transport retour. Mais là-bas, c'est le quotidien. Hein, c'est pas grave. En Alsace, tu dis ça, tu as l'impression que tu es un extraterrestre, c'est le bout du monde. Région parisienne, 1 heure, c'est tout le monde qui fait ça, en fait. C'est un autre monde. Et bref, et donc voilà, donc j'avais cette chance d'avoir un pied à terre. Après, t'as pas le côté vie étudiante avec les colocs et tout ça, ce que j'ai pu vivre un peu plus tard lorsque j'ai commencé mes premiers boulots. Je sais plus où on en est dans tout ça. On en est au fait que t'as réussi le concours de podologie du coup et que t'as commencé à tester. Donc c'est ça, ouais. Donc en gros, pour resituer, c'est 3 ans d'études. Donc ça va, c'est le truc assez cool en plus, c'est que 3 ans. Donc ça se fait bien. Et après, tu te retrouves sur le marché. Et la grande difficulté de la podologie et un pédicure podologue, c'est ce côté assez concurrentiel. Donc c'est un peu une case à part par rapport à tout ce qui est médical, paramédical, où on entend beaucoup on manque de professionnels. Nous, on a un peu à se mettre sur la gueule, entre guillemets. Alors, évidemment, il y a des relations confraternelles, mais la petite joke dans notre métier, c'est tes confrères. Tu sais la différence entre un confrère et un concurrent? La distance? Ouais, c'est la distance, clairement. Je sais plus, un truc genre 20 km, tu vois, c'est un truc comme ça. Donc, tes confrères, tout se passe bien quand tu grignotes pas le boulot des uns des autres. Et malheureusement, c'est assez vrai. C'est comme ça dans beaucoup de métiers, quoi. Mais bon, là, la chance qu'on a ici en Grand Est, en Alsace, c'est que on est dans une région où il n'y a pas trop justement de podologues. D'ailleurs, c'est un des éléments qui m'a amené à chercher un peu du boulot dans le coin, même s'il y a eu d'autres facteurs de la vie qui fait que chercher soit région parisienne, soit la partie Est, parce que j'avais une ex qui à un moment faisait ses études sur Strasbourg, et comme tout abruti hors de l'Alsace. Non, c'est plus le côté hors Alsace, tu dis Strasbourg, ouais, l'Alsace, Strasbourg, c'est la même chose, tu vois. C'est le synonyme. À quoi c'est en fait une région? Ah oui, ouais. Une différence, je me suis retrouvé à Altkirch, donc à l'opposé de Strasbourg. Mais bon, c'était comme ça, il fallait que je bosse. J'étais content. T'as vu 1 heure de route et tu t'es dit, ouais, c'est comme Paris, c'est pas Ça loin. Après, en vrai, au pire, ouais, il y avait le TER, ça c'est quand même bien foutu. C'est une région qui est assez pratique en termes de mobilité. Et donc, ça me choquait pas plus que ça. Mais il y a quand même ce truc où, au début, tu cherches du boulot. Et moi, j'étais en mode vraiment,
tu trouves, tu y vas, faut que tu fasses tes preuves. Faut que tu fasses tes preuves. T'as pas d'expérience encore. En fait, quand tu sors de l'école, d'un côté, tu te dis, OK, j'ai une nouvelle connaissance, je suis prêt, je suis chaud. Mais en fait, t'as zéro expérience, quoi. Là où t'es vraiment plus rodé, à la limite, c'est en pédicurie parce que c'est la partie du boulot la plus facile à maîtriser. Tu sors de là, faire un soin, c'est pas compliqué. En fait, c'est une gestuelle, c'est une technique. Mais toute la partie podo où c'est vraiment l'examen du corps, de la marche, de la dynamique, il y a plein de spécialités à faire, en fait. Tu sors de ça. Moi, je suis sorti de l'école, je savais examiner un pied à peu près, un peu le genou, et c'était à peu près tout. Alors que j'avais des notions, j'avais vu peut-être une fois qu'on pouvait faire du bien sur une hanche ou sur un dos, mais ça me semblait être un monde. Actuellement, j'ai peut-être un tiers de mes patients, ils viennent pour des lombalgies chroniques, des problèmes de bas du dos. Et en fait, on peut être hyper efficace là-dessus. Donc, c'est un peu fou, en fait, de se dire on a 3 ans pour faire 2 métiers, alors que déjà, un qui est le côté podo nécessiterait largement ces 3 ans, en fait. Et puis, pour la partie pédicurie, il y a aussi plein de trucs à faire. Mais Du coup, ça me paraît un peu audacieux, en fait, de faire ces 2 métiers en ces 3 ans. la pédicurie, je rebondis là-dessus, mais pour moi, enfin, en tant que humble personne lambda, je pensais que la pédicurie, c'était plus du côté esthétique et esthétisme. Non. Alors, on est un peu, c'est un peu la partie coiffeur des pieds, quoi, si tu veux. C'est vrai, il y a un peu ce truc, mais mais c'est plus le rapport au patient. J'ai une image là d'un coup. Quelqu'un avec un peigne. Non, mais on n'est pas des esthéticiennes ou des esthéticiens. Je sais pas si ça se dit aussi. Je crois. Et donc, le but, c'est pas de faire de l'esthétique. On est là pour soulager des gens. Donc, soit pour aider à couper tout simplement des ongles à des gens qui n'ont pas accès à leurs pieds. Ça arrive, tu vois, avec l'âge, tu as de moins en moins accès. Tu as des problèmes de vue, ça devient de plus en plus compliqué. Tu as des problèmes de diabète, c'est de plus en plus risqué. Et donc, mine de rien, il faut savoir y aller. Il y a des gens qui ne savent pas couper leurs ongles. Un truc tout bête comme les coupes à ongles, les petites coupes-ongles classiques qu'on utilise pour les doigts. Pour les pieds, c'est pas top, surtout si tu as un sillon qui est assez profond. C'est-à-dire que si ton ongle, entre la partie entre ta chair et ton ongle, va un peu loin, tu peux difficilement accéder. Donc, si tu n'as pas une pince ou un ciseau, tu laisses un bout. Si tu laisses un bout, ça fait un harpon, ça fait une petite pointe, et c'est là que tu t'incarnes, tout ça. Donc, ça apprend à couper des ongles, en fait. Ouais. Et il y a des gens qui ne savent pas faire ça et qui, après, se créent des blessures de manière régulière. Je peux t'assurer que quand tu fais un ongle incarné, tu as plus l'impression d'être chirurgien que d'être pédicure. Parce que tu te retrouves avec des patates devant toi qui sont sanguinolentes, hyperalgiques. Toi, tu n'as pas forcément le droit de mettre des des antalgiques. Donc, tu n'es pas forcément équipé comme les médecins ou les dermatos qui peuvent parfois aussi aller opérer, tout ça. Et tu y vas, quoi. Tu vois des gros baraques comme ça devant toi avec la petite larme au coin de l'œil parce que l'ongle incarné il douille et que toi t'es obligé d'y aller. Ça fait super mal, quoi. C'est des zones très très sensibles. Du coup, t'as pas le droit à l'anesthésie locale. C'est En fait, il y a quand même des patchs, il y a des trucs qui existent quand tu vois que c'est trop sensible, mais il faut qu'ils le mettent en amont. Et de rien, on est aussi dans des professions qui sont hyper timées parce que ta journée elle s'enchaîne. C'est consultation. Donc, tu as des rendez-vous qui s'enchaînent. Moi, c'est 1h10 parce que je fais que des semelles et en direct. Donc, c'est assez particulier. Il y a plein d'organisations possibles. Mais quand je faisais des soins, en gros, je prenais 40-45 minutes. Et donc, toutes les 40-45 minutes, ce qui est assez confort, j'avais un nouveau patient qui se ramenait et puis il fallait enchaîner. Donc, si tu prends plus de temps pour un patient parce qu'il n'a pas les mêmes pieds, après, il faut pouvoir être de nouveau dans le timing pour l'autre, etc. J'aime pas le retard. Si tu prends trop de soupapes pour être trop confort, pour avoir vraiment le temps, tu es moins rentable sur ta journée. C'est tout bête. 5 minutes sur une journée, par patient, c'est parfois 2, 3, 4 patients en moins. Et au final, ça chiffre sur un mois, sur une année. Donc voilà, donc c'est toujours ça. Tu tapes un lapin, plus tu as un temps qui est long, plus ton lapin... il fait chier. Parce que pareil, tu te retrouves dans des situations... chier, c'est un terme technique. Hein, si jamais. Ouais, exactement. C'est caté. Et non, mais après, tu as toujours des trucs à faire parce que c'est... Alors, petite particularité de la profession, c'est que c'est une profession libérale.
très majoritairement. Il y a très peu de salariat dans la pédicurie et podologie, ce qui fait aussi que c'est d'autant plus ce côté un peu concurrentiel. Des salariés en hôpital, par exemple, je crois que c'est 2% de la profession qui sont salariés. Ah ouais. Donc, c'est vraiment minime. Ouais, Ça du veut coup, dire tu dois. Pardon, Vas-y. vas-y. Non, je dis, ça veut dire que quand tu sors d'école, Tu te lances. tu te lances. Il y a très peu d'alternatives. Si en fait après il y a des petites transitions qui se font, c'est-à-dire que voilà, tu es diplômé, tu sors, souvent tu fais des remplats, Ah, ok. soit des remplacements, soit des collaborations. Bref, quand tu es collaborateur, c'est le terme, eh bien tu bosses, c'est un peu le salarié, tu es pseudo-salarié, c'est-à-dire on te met à disposition le matériel, tout ça, les patients et autres, et puis tu fais une rétrocession, donc sur tout ce que tu encaisses, tu reverses une partie à la personne qui t'a mis tout ça à disposition, à l'autre podologue qui t'a mis ça à disposition. C'est ce que font beaucoup les kinés aussi, je crois. Les kinés font ça aussi, Ouais. mais comme je disais, la kiné, par contre, il y a beaucoup plus de salariés. Parce qu'il y en a beaucoup qui travaillent en hôpital, par exemple, centre de rééduc, tout ça. Ouais, par rapport Donc, aux besoins au final. Plus de voies différentes. Ouais. Nous, on est un peu plus étriqués. Après, comme je disais, nous, notre force, c'est qu'on a 2 métiers en un. Donc, c'est une part une faiblesse, une part une force. Faiblesse par rapport à la population aussi, parce que c'est plus dur de faire comprendre ce que tu fais quand tu fais déjà 2 choses. Donc, il y en a qui vont avoir que l'image de la pédicurie, d'autres que l'image de la podologie, d'autres qui vont voir un peu les deux. Et puis, même dans tout ça, chacun travaille à sa sauce. Parce que même en podologie, par exemple, tu vas avoir 2 podologues, tu auras 2 traitements différents. Et 2 traitements qui se voient. C'est-à-dire que nous, on est artisans. En fait, ça, c'est le côté un peu cool de la podo, c'est que tu es artisan des pieds, quoi, un peu. On fabrique des objets, vu qu'on fabrique des semelles orthopédiques. Et donc, à la fin, tu as un objet. Tu as une création sur mesure, faite main. C'est de l'artisanat Signé. français. Ouais, c'est ça. Ah ouais, en vrai, il y a un peu de ça, en fait. Parce que tu as, et d'une part, la partie technique, étude, le bilan clinique, quoi. Donc, tu vas examiner la personne, quels sont ses besoins, pour répondre à ses attentes. Tu vas avoir toute une partie de transmission aussi, éducation thérapeutique, voilà, expliquer à la personne qu'est-ce qu'elle a, pourquoi, qu'est-ce qui serait intéressant et comment la guider de manière un peu globale. Donc ça, c'est voilà, l'ensemble des professionnels de santé qui ont ce chemin-là. Et en plus, ton côté niche de fabrication de cet objet, de ton traitement concret. On a la chance, c'est qu'on donne directement un traitement après, dans la partie podo. Et voilà, que tu fabriques. Donc à la fin, si tu te retrouves avec une semelle ultra cheap, tu vois un peu la différence. Alors, ça, c'est pratique parce que, en termes de concurrence, entre guillemets, les gens ils peuvent voir que, ok, là, c'est pas le même boulot. C'est parfois difficile de justifier un peu certains tarifs et tout ça. Mais tu as une expertise, toutes les qualifications que tu as faites, toutes les formations continues en plus que tu as faites, ça, c'est des lignes que tu vas voir, que tu vas peut-être expliquer un petit peu, mais les gens, ils se rendent pas toujours compte. En fait, tout ce bagage. Quand tu fais des semelles, pour avoir vu ton lieu de travail, il y a vraiment plusieurs couches différentes. C'est au-delà de simplement la forme en fonction du pied et du mal que souffre ton patient. Tu as aussi plusieurs mousses différentes avec des amortis différents pour justement que ce soit le plus complet pour son pied. C'est tout un puzzle, en fait. Une semelle, c'est un puzzle, c'est un patchwork où tu vas assembler plein de matériaux différents, avec des densités différentes, avec des formes différentes. Et ton but, c'est de trouver le meilleur puzzle pour la mettre à disposition au service de cette personne qui a une galère et trouver des solutions à cette galère. Mais après, comme je dis, parfois, peut-être que ta manière de réaliser, de faire les choses, ton approche va être tout à fait adaptée. Et puis parfois, elle ne le sera pas pour certains patients. Et cette personne va avoir un autre podo et ça va se passer nickel. Mais ça, en fait, c'est la même chose dans tous les métiers. Sauf qu'on ne le voit pas. Ce que je voulais dire en fait par là, c'est qu'on a un métier où il y a un objet. Donc le comparatif est beaucoup plus facile. Et c'est aussi ce qui fait que, par exemple, s'il y a un souci, très souvent, ça va être la faute de la semelle parce qu'il y a l'objet, quoi. Alors que tu vas voir un ostéo, par exemple, tu as donc 15 manières de faire de l'ostéo, même 100 000, tu vois. Il y en a qui vont faire de la fasciethérapie, il y en a qui vont faire plus du thrust, des techniques de vélocité où ça craque et tout ça. D'autres qui vont à peine toucher, d'autres qui vont être plus en mode magnétisme ou je sais pas quoi. Il y a 1000 manières de travailler en thérapie manuelle.
Kiné, pareil. Il y en a qui vont être à fond dans le renfo, d'autres qui vont être plus aussi dans la partie plus thérapie manuelle, d'autres qui vont être plus sur des ondes de choc, d'autres qui vont utiliser plus les ultrasons, d'autres qui vont utiliser plus des petites aiguilles et tout ça, d'autres qui vont aller faire plus de la médecine chinoise. Tu vas avoir un médecin, pareil. Il y en a qui vont être plus dans l'allothérapie avec des médocs plus classiques conventionnels, d'autres qui vont être plus sur des solutions plus alternatives. En fait, à chaque fois, selon ton cursus, selon qui tu es, selon ton cheminement, quel que soit le thérapeute que tu vas voir, il ne faut pas oublier que tu auras tout le temps 1000 thérapies possibles à ta disposition. Et la seule chose, c'est qu'on oublie. On pense que je vais voir un spécialiste, il va me donner le traitement qu'il faut. Sauf que ça se trouve, tu vas voir un autre, il va te donner un autre traitement. Après, est-ce que le résultat va être le même ? Il faut espérer que généralement, le but, c'est d'aller tout le temps vers le même résultat. Mais les approches seront toujours différentes, quels que soient les thérapeutes qu'on voit. C'est pour ça qu'après, pour un patient, c'est dur de s'y retrouver dans tout ça. Et après, il y a aussi des thérapeutes qui vont être plus ou moins spécialisés, plus ou moins compétents dans tel ou tel domaine. Voilà. Donc, moi, j'aime bien ce côté de m'être un peu spécialisé dans la partie podologie, parce que je trouve qu'au moins, c'est plus clair et que, notamment, s'il y a un souci, nous, on est pas mal spécialisé dans le cyclisme et la course à pied, par exemple, globalement dans le sport, mais un peu plus dans la course à pied et le cyclisme. Eh bien, l'avantage, c'est que si quelqu'un cherche vraiment des solutions dans ces disciplines-là, ils savent un peu plus, s'ils ont un peu échangé et tout ça, qu'en venant nous voir, ils vont plus facilement trouver des solutions adaptées. Voilà. Tu parlais des galères de tes patients tout à l'heure, mais comment un patient arrive jusqu'à toi ? C'est la recommandation de son généraliste ? C'est l'initiative de se dire tiens, j'ai un problème mécanique, je vais aller voir un podologue. Comment Ouais. Très souvent, c'est plus par le médecin, en effet. Les médecins, après, c'est pareil, c'est comme tout, hein, tout ce qui est le tissu médical, souvent, il y a des réseaux. Mais même comme dans tous les métiers, c'est des réseaux. Et en fait, à force de bosser, de se connaître, de se former, eh bien, on rencontre des gens. Ça, c'est le côté cool. On rencontre d'autres professionnels. On voit comment un peu ils bossent, quelles sont leurs approches aussi. Et tu vois si tu as un peu des compatibilités avec ces gens. Parce que il y a aussi toujours évidemment des guéguerres interprofessions selon la manière de voir, parce que toi, tu aurais une très mauvaise approche vis-à-vis d'un métier parce que tu as eu une mauvaise expérience avec l'un, mais en fait, après, tu vas rencontrer un autre ostéo. Je prends les ostéos, encore une fois, comme exemple, par exemple, mais il y a plein d'ostéos qui se mêlent parce que tout doit venir naturellement, ou des kinés, tu vois, non, il faut que ce soit naturel, et donc la semelle, c'est pas naturel parce que c'est un objet, donc tu vas être un peu en conflit avec ça. Et puis parfois, il y a d'autres gens tu vas rencontrer qui disent mais non, c'est trop cool, on a une action hyper complémentaire, et bossons ensemble, c'est trop bien. Moi, je vais faire ma rééduque, mon renfo. L'ostéo, moi, je vais faire toute ma partie thérapie manuelle, je vais le débloquer, tout ça. Et puis, toi, tu vas le stabiliser avec tes semelles. Et puis, comme ça va pas repartir en vrac direct. Et tu dis, ouais, bossons ensemble, en fait. Sauf que, on a vite fait de se refermer un peu sur notre coquille, sur nos niches. Et donc, quand tu t'ouvres et que tu développes ton réseau comme ça, que tu apprends les métiers des uns les autres, après, les gens t'en renvoient plus facilement aussi des patients parce qu'ils savent tout simplement que tu peux aider. Moi, j'ai la chance, c'est que j'ai déjà fait aussi des cours dans des DU de capacité de médecine du sport. Et donc, j'ai pu voir des médecins pour leur dire on existe, on peut faire des trucs. Franchement, je vous assure, parce que la podologie n'est presque pas vue en médecine, en fait. Autant la kiné, ça existe bien, c'est vraiment étudié. Autant la partie podo, elle existe très, très peu. Ce qui est un peu dommage, c'est que là, on parle un peu podo en médecine, c'est dans les spécialités plus du sport. Donc là, au moins, on est là, on essaye de donner des cours. Et puis, parfois, on a même des stagiaires médecins qui viennent, qui est venu l'autre jour au cabinet, par exemple, j'en revois un. Et c'est trop cool parce que là, ils découvrent un monde, ils voient, OK, on peut faire ça. Et s'ils s'intéressent aussi à ce côté un peu globalité, plus se dire, il y a un problème de genou, je fais une thérapie que du genou. Et je vais regarder de manière un peu plus globale, le côté un peu plus posturologie, en fait, qui fait partie de notre boulot, notamment. Entre autres, eh bien, c'est sympa, quoi. Là, ils pensent plus que, OK, problème de genou, peut-être qu'avec le pied, on peut faire quelque chose sur le genou. Parce que pareil, en podologie, souvent, les gens, ils pensent pied. Podo, pied, voilà. Ils pensent qu'on peut soigner que des problèmes de pied, sauf que, encore une fois, moi, j'ai un tiers
tiers des patients, c'est des problèmes de dos. J'en ai plein. Les coureurs, la plupart que je vois, c'est pour les problèmes de genoux. Mes cyclistes, pareil. Les cyclistes, podologie. Les gens, ils voient un monde, quoi. Ils y pensent pas du tout. Ça marche vachement bien. Et pour des problèmes de dos et de genoux, sur les cyclistes, faut taper des kilomètres. Mais quand on fait beaucoup, tu as tellement de reps qu'au bout d'un moment, la moindre instabilité, elle devient une contre-performance et elle devient un facteur de risque. Donc, problème de genoux, problème de dos, on en voit à foison, en fait. Et après, évidemment, problème de pied, on peut agir selon les problèmes à chaque fois. On peut faire des trucs intéressants. Donc voilà. Donc, à force de se former, à force de parler avec les uns les autres, le réseau va aussi plus ou moins t'orienter. Les médecins, les kinés, tout ça dans la région vont plus ou moins voir aussi ton travail, parce qu'on a cet objet. Et puis après, c'est évidemment beaucoup les patients qui parlent. Et ça, la chance qu'on a, c'est comme tout. Quand tu fais du bon travail, ils vont parler de manière très positive, et puis blablabla. Et souvent, dans le club de tri, un tel, tu te retrouves avec tout le club qui se ramène. Dans tel autre club, ça papote, tout ça. Les sportifs, ils parlent beaucoup entre eux. Ou tout simplement au sein des familles, quoi. Tu vois une maman pour son enfant. Tu t'examines l'enfant, en fait tu rassures plus la mère que l'enfant. Et après la mère elle dit tiens, mais moi c'est vrai que j'ai des problèmes. En fait c'est drôle parce qu'il y a beaucoup de parents qui envoient leurs enfants en mode vas-y tu vas tester pour moi. Toi il faut voilà, t'es un enfant, on va pas prendre le risque. Mais il dit jamais tiens j'ai des problèmes, je peux peut-être trouver des solutions. Et puis en fait ils découvrent le métier. Et puis là, ils se disent en fait, c'est intéressant. Mais c'est vrai que maintenant que vous dites, moi, j'ai ci, ça. Bon, on va reprendre un autre rendez-vous. Et puis, après, tu t'occupes des parents, etc. Et comme ça, parfois, tu touches toute une famille parce qu'ils ont tous des problèmes. Ils disent, mais attendez, les gars, il y a des choses à faire, en fait. On peut vous aider. Je voulais rebondir. Est-ce que dans ton parcours, est-ce que tu as eu un moment où vraiment c'était difficile et tu as dû, comment dire, passer par un autre chemin pour aller plus loin, dans le sens, un moment où c'était vraiment un nœud, où tu as eu des difficultés dans ton parcours prononcé? Honnêtement, j'ai eu de la chance. J'ai eu vraiment beaucoup de chance parce que je me suis lancé, j'ai fait un remplat à Lezoux, en Auvergne. C'était 5 semaines, j'étais isolé, donc là, c'était vraiment pas fun, c'était que de la pédicurie. Et j'étais tout seul, c'était vraiment la dépression, quoi, en sortant du boulot. Mais bon, tu dis, ok, il faut te faire ton expérience, faut prouver. Et puis plus tu as de l'expérience, plus tu peux trouver du boulot, c'est comme tout. Donc ça, c'était pas ouf. Mais après, deuxième recherche de boulot, direct, je suis tombé sur une collaboration ici en Alsace, à Altkirch, pur hasard, total. Et en fait, jackpot énorme, je suis tombé sur mon mentor, donc mon collègue actuel encore, là, ça fait 11 ans qu'on bosse ensemble. Et donc, Marc Rétali, qui est assez réputé en fait dans le monde de la podologie, qui est une tronche, vraiment. Je suis tombé sur une perle rare. Après, j'ai appris qu'il y avait pas mal de gens qui auraient voulu bosser avec lui et tout ça. Et en fait, moi, c'était vraiment le hasard total. Je le connaissais pas du tout. Oh tiens, j'ai trouvé l'épée la plus forte du village et du monde. Après, tu vois, au début, c'était juste pour faire la partie soin de pédicurie, pendant que lui, il faisait déjà que de la podo. Et puis de fil en aiguille, il m'a appris pas mal de trucs. Donc, en fait, ça a été ultra smooth. Et j'ai eu énormément de chance parce que j'ai eu cette chance d'avoir un mentor. Et ça, je pense que c'est les meilleurs parcours et les plus faciles et les plus instructifs. C'est quand tu as quelqu'un qui est là, qui te prend un peu sous son aile. Je vois au niveau de mes potes podo, pareil, ceux qui ont aussi, il y en a beaucoup qui ont très bien marché, où à chaque fois, ils sont tombés sur la bonne personne qui a transmis et qui les a pris sous leur aile et a dit vas-y, on bosse comme ça et comme ça. Et au final, on ne travaille plus du tout pareil, mais ça n'empêche pas d'avoir des cabinets qui marchent super bien et d'avoir un boulot qui nous plaît à fond, mais parce qu'on s'est spécialisé un peu dans notre manière d'approcher les choses et ça se passe bien. Et donc voilà, donc il m'a beaucoup aidé, il m'a incité à faire des formations, il m'a dit tiens, là, il y a ça. Donc la SMATCH, c'est une association de médecine du sport où il y a des chirurgiens ultra compétents, vraiment des références internationales, des médecins pareil, il y a le médecin de l'équipe du FC Sochaux, mais qui maintenant s'occupe de Monaco. Il y a plein de... Toutes les professions sont là et ils ont fait cette place à la podologie aussi.
Marc, lui, fait partie de cette association. Il a vraiment joué des coudes pour dire hey, les gars, la podologie, ça existe. Donc, il a fait énormément aussi pour notre profession. Et il m'a ramené un peu là-dedans en me disant vas-y, viens, tu vas apprendre des trucs. Et forme-toi. Donc, voilà, c'est ce qui fait la différence, je pense vraiment, c'est la formation continue. Parce que, comme je disais, tu sors de l'école, t'es un piou-piou, t'es nul. En fait, pas t'es nul, mais t'as plein de choses, Tu manques t'as plein de énormément convictions, d'expérience. mais en fait, tu te rends pas compte à quel point il y a un gouffre sur ce que tu as appris à l'école et ce qui est attendu, en fait, et le monde du travail. Et donc, si tu te formes pas ou si tu te reposes sur tes lauriers, tu as très vite fait de t'enfermer. Et là, tu progresses pas et ça devient compliqué. Et en tout cas, tu t'épanouis déjà aussi moins dans ce que tu fais parce que tu t'ouvres pas à toutes les portes possibles. La chance de la Sensei, c'est que tu n'as jamais fait le tour. Tu peux pas dire j'ai fait le tour. Tu peux comprendre plein de trucs. Tu peux dire ok, ça va, je comprends déjà pas mal de choses. Je pense que dans mon métier, je m'en sors bien. Mais tu n'auras jamais fait totalement le tour parce que c'est même pas fini en termes de recherche. Donc ça, c'est quand même hyper passionnant. Et donc, voilà. Tu as évoqué tout à l'heure, avant d'être clairement convaincu par la podologie, mais tu as parlé de passerelle. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est des choses que tu as complètement oubliées? C'est-à-dire que tu sais que tu es dans ton métier, ou des fois, tu te dis, tiens, je changerais bien, j'aurais peut-être d'autres envies. En fait, j'y ai pensé et en fait, non, je suis vraiment bien dans mon métier et ça me plaît vraiment beaucoup. Après, c'est plus, maintenant, je me dis plus comment je veux l'exercer, sous quelle forme, comment être le plus efficace, perdre moins de temps parce que c'est un peu, voilà, on se bat toujours un peu comme c'est par rapport au temps. Parce que tout ce temps que tu passes au boulot, tu passes moins à côté, trouver l'équilibre dans sa vie aussi. En profession libérale, c'est des recherches aussi, de mettre des curseurs un peu permanents. Et donc, mais le fait de switcher vraiment, non, ça m'intéresse plus du tout. Par contre, ouvrir mon panel, me former, ne serait-ce que peut-être qu'un petit peu. Par exemple, j'avais fait une petite formation d'ostéo du pied. Parfois, je reproduis une ou deux petites thérapies manuelles vite fait. Mais c'est histoire de débloquer, de dépanner vite fait et je l'intègre plus à mon bilan. Mais je ne veux pas en faire mon métier. Et au contraire, je mets un point d'honneur à plutôt être en mode chacun son métier, chacun sa spécialité. Vouloir trop tout faire, c'est pas forcément bien faire. Et les gens cherchent beaucoup des spécialistes. Et aussi, toujours dans cette notion un peu du réseau, mine de rien, c'est bien aussi de savoir bosser avec les autres. Parce que quand tu veux tout chapeauter, parfois tu biaises aussi. Tu peux pas. Moi, je sais que j'ai pas les capacités de faire le travail de 5 personnes. C'est pas possible du tout. Donc, je vais essayer de faire bien mon boulot. Par contre, plus je vais connaître les autres possibilités avec les autres thérapeutiques, et ça, c'est hyper important, plus je peux orienter et dire va voir un ostéo, va voir un médecin, va avoir peut-être là une infiltration de PRP ou ci ou ça. Ça peut être intéressant. En tout cas, va demander au spécialiste. Et lui, évidemment, il verra. Parce que quand on voit les premières couches, on voit que les premières couches. Donc, c'est les couches où on se dit, là, ça va être efficace, mais ça se trouve, en fait, tu vas faire une erreur médicale. Tu vois, c'est pas... Chacun doit rester aussi humble et à sa place. Et donc, c'est pour ça que quand t'orientes, au moins, si tu sais que la personne, elle est solide, elle est de confiance, hop, le patient, il va pouvoir poser la question, est-ce que ça a du sens pour compléter la thérapie? Et puis, si le médecin ou le kiné ou autre, il se dit que, non, là, surtout pas, là, ton tendon est trop fragile, on peut pas faire ci, ça, au moins, tu diriges convenablement ton patient, tu prends moins de risques. Et l'idée, c'est d'être cohérent dans tout ça. Okay. Ouais. Si maintenant, tu devais donner un conseil à quelqu'un qui voudrait faire ton métier, quel conseil tu donnerais? Que tu aurais aimé avoir ou que tu as eu peut-être? Moi, c'est ce que je disais au début, ce que j'ai eu, c'est concrètement, forme-toi. Et quand tu sors de l'école, en fait, c'est pas évident parce que ça coûte cher. C'est un vrai investissement, en fait. Et il faut déjà s'intéresser, de ouf. Aller voir d'autres spécialistes, leur demander si tu peux passer une journée avec et tout ça. Suivre son ex. Suivre son ex aussi. Ah oui, oui, ok, ça je viens de comprendre. C'était pas du tout le même domaine de compétences.
En tout cas, voir des spécialistes, ne serait-ce que regarder dans leur quotidien. Moi, je suis allé au bloc opératoire, voir une prothèse de genou. Je suis allé voir un bloc opératoire, un chirurgien du pied, voir comment il bossait. Trop intéressant. Faudrait que j'aille voir des kinés aussi, voir leur quotidien, parce que j'ai des potes kinés et je pense qu'il n'y aurait aucun souci. J'ai une pote ostéo si tu veux. Et ouais, mais tout ça, c'est top, tu vois, ça ouvre et tu te permets de mieux comprendre leur métier. Et après, évidemment, la partie formation, où là, ça coûte cher, mais ça vaut vraiment le coup de le faire parce que, comme je disais, on a trop peu de connaissances en sortant de l'école où elles sont trop light, t'as pas assez expérimenté, en plus t'as pas le background d'avoir été confronté à ces pathologies, d'avoir galéré face à ces pathologies, donc tu les visualises moins quand t'as pas été dans la situation. Et donc après, quand tu les revois sous l'œil de post-formation, tu les appréhendes totalement différemment. Tu revois les patients, tu te dis ah, putain, pourquoi j'ai fait ça? En fait, non, on va partir totalement différemment dans la prise en charge, quoi. Et donc ça, il faut continuer. Enfin, faut se former. C'est un coût. Nous, des formations, c'est vite 600 balles un week-end, donc c'est quand même cher, tu vois. Mais il faut le faire. C'est indispensable. Et c'est ce qui, à mon avis, fait la différence. Ok. On va passer à la seule rubrique de ce podcast. Alors je vais prendre mon matériel dans la trappe magique et on va lancer le jingle. L'instant Moula. Tu la caillasses. Le blé. Le pognon des pépettes. Vous appelez ce jingle? Trop bien. Alors l'instant moula, c'est très simple. En fait, pour donner une idée aux gens, on sait qu'en France, on est très pudique sur ce qu'on gagne et tout ça. Et du coup, pour préserver ton intimité financière, on va utiliser une règle de calcul pour que tu puisses quand même exprimer combien tu touches par mois. Donc, tu vas l'exprimer en kilos. Alors, il y a déjà les gambas qui sont tombés, les crevettes en milieu aquatique, en aquaculture. Et du coup, en fait, tu vas piocher au hasard une règle de calcul. Il te faudra juste une calculette parce que parfois, les règles de calcul sont complexes. T'as ton téléphone. Tu vas nous dire mensuellement combien de kilos tu gagnes de tel ou de tel fruit de mer ou de poisson. Donc, je te laisse choisir ton... Après, en libéral, c'est très compliqué parce que d'un mois à l'autre, il y a des mois plus ou moins. En moyenne. En Moyenne basse ou moyenne haute, selon ce que tu veux. Alors. Faut juste pas dire le prix au kilo. Ouais. Le coût du kilo de lot. Ok. Entre parenthèses, les queues. Les queues de lot. Ok. Ouais, on ne parle pas assez des queues de lot. Donc, tu mets ton salaire, tu le divises par le prix que tu vois et ça te donne le montant en kilos. Il y a du taf dans cette chronique. Ouais, il y a de l'habillage. Alors, encore une fois, c'est un peu biaisé parce que j'ai des investissements, parce que là, je me suis associé, tout ça. Mais C'est pour donner une idée. je suis à peu près à 193 kilos de queue de lot Waouh. Mensuellement, mensuellement. c'est quand même... C'est assez dingue. Ouais, j'avoue. Ça donne envie en tout cas. Bah, ça fait du poisson, quoi. Ouais, ça c'est qui est clair. intéressant. Je peux acheter de la lotte. Ouais. C'est clair. Et oui, du coup, tu as beaucoup de frais de fonctionnement à travers ton travail. Ouais, en fait, c'est ce qui est hyper biaisé. C'est que on a beaucoup de frais de matériaux. Des frais, le local, vu qu'il y a tout un espace de fabrication, tout ça, c'est aussi de la place. Donc, il faut un lieu qui soit adéquat. Il y a du matos, beaucoup de matériaux il y a du matériel d'examen, en fait. Tout ce qui est tapis de course, tout ça, les plaques de barométrie, donc des plaques de pression, ce genre de choses. Et puis là, après, moi, surtout, c'est que j'ai acheté une patientèle. Donc, pendant très longtemps, j'étais avec mon collègue en collaborateur. Et puis, à un moment, il m'a proposé, vu que, voilà, au bout d'un moment, la collaboration, ça a ses limites, de m'associer avec lui. Donc, j'ai acheté une patientèle. Et là, ça coûte très cher, quoi. Ça a coûté l'équivalent d'une maison, quoi. Pour du jour. Mais, encore une fois, c'est un investissement, hein, tout simplement. Et donc, tout ça, ça fait que ça coûte cher. Donc, le mois n'est pas le même. Et après, ça dépend de tes investissements. C'est comme ça. Ok. Est-ce que tu veux nous partager quelque chose que tu n'aurais pas eu le temps de dire et que tu veux absolument communiquer par rapport à ton travail? Je dirais que en podologie, ce qui est un peu confusant aussi, c'est qu'il y a deux grandes chapelles. Il y a l'approche très proprioceptive
et l'approche très biomécanique. Alors, va il va falloir falloir nous aider. définir les deux parce que aucun Ouais. des deux me Nous, on est parle. plutôt fruits de mer. C'est ça. Proprio, en fait, vous pouvez voir des gens qui sont à fond dans la proprio, c'est des semelles très fines avec des tout petits éléments. Et le but, c'est de faire de la stimulation. C'est de donner un petit message au niveau de la peau pour que le corps réagisse et que par lui-même, de manière active, il vienne se corriger. De manière la biomécanique, ça va être plus des semelles où tu as un pied qui s'effondre, par exemple, bah, tu le redresses mécaniquement. Voilà. Donc, c'est deux approches qui sont différentes. Il y a des gens qui sont à fond dans certaines chapelles. Et après, ce qui est intéressant, c'est de prendre des éléments de l'un dans un schéma, des éléments de l'autre dans l'autre. Pour des enfants, bah, c'est sûr que stimuler, ça a peut-être plus de sens, parce que c'est le but. Pour une personne âgée qui est en difficulté, ou un sportif qui est déjà en sursollicitation, eh bien, quelque chose de plus biomécanique, l'aider à s'axer directement pour qu'il consomme moins d'énergie, qu'il y ait moins de tension sur le tendon, ça me paraît plus cohérent. Et c'est pas une évidence du tout, parce que, encore une fois, selon le schéma dans lequel on va, les gens qui vont à fond dans un schéma, à fond dans un autre. Et pareil, ça c'est très dur pour les patients de savoir. s'y repérer, et même pour beaucoup de professionnels de santé, ils n'ont pas forcément cette connaissance, où là c'est vraiment un peu une petite bulle propre à la podo, avec toutes les petites guéguerres d'école, tout ça. Mais si, ça c'est génial, il faut absolument faire que de la stimulation, et puis d'autres, mais non, il faut absolument corriger là. Donc voilà, c'est pour y voir un peu plus clair dans les approches. Ouais, moi je suis un peu plus bioméca, j'avoue, mais... Ok. Voilà. Pour clôturer cette chronique, non, ce podcast, pardon, je vais te poser une dernière question, sauf si Greg en avait encore une avant. Je vois dans ses yeux, peut-être. Ouais, c'est... Vas-y, je t'en prie, on a du temps. Tu as parlé très brièvement tout à l'heure de l'impro. On connaît ta pratique de l'impro aujourd'hui, mais est-ce que tu peux nous dire, cette pratique, qu'est-ce qu'elle t'apporte dans ton métier? Est-ce qu'elle t'apporte quelque chose? Est-ce que... Ouais. J'ai à un moment, j'aurais pu basculer intermittent du spectacle. J'avais assez d'heures pour faire en plus l'intermittent. voilà. Ça rejoint le côté curseur et choix de vie. C'est pas le moment de relancer le podcast. Pas de podcast. Non, c'est ça. C'est après, c'est toujours trouver l'équilibre, encore une fois. Là où ça m'a servi, c'est plus pour l'aisance. Donc, c'est un métier humain. Hein, on est avant tout là pour essayer de soigner, soulager des gens. Et en fait, ce qui est assez drôle, c'est qu'il y a différentes choses. Il y a la partie enquête dans mon métier, où tu essayes de comprendre le problème. Et puis après, tu as toute la partie thérapeutique où tu vas mettre en place des solutions, mais tu vas aussi comprendre comment la personne va t'entendre, t'écouter, et recevoir tes informations, recevoir tes indications. Il y a des gens, en fait, tu te rends compte qu'ils ont juste besoin d'être rassurés, même énormément. Parce qu'ils sont là, ils sont déprimés. Hein. Souvent, la casse-poteau, encore une fois, vu qu'on est un métier qui est peu connu, on est les 5e roues du carrosse, ils arrivent, il n'y a plus de solution. Souvent, c'est sauvez-moi. On m'a dit, allez voir le podologue, faites un truc. Donc, tu vois, tu te retrouves dans des situations parfois à devoir, en fait, plus rassurer la personne, et elle sort de là, merci. En fait, parfois, tu n'as même pas fait de semelle. Genre, hier, il y a une patiente, je n'ai pas fait de semelle. Je lui ai juste expliqué ce qui lui arrivait, quoi. Et elle est sortie de là, elle était rassurée de ouf, et ça allait bien, elle était contente, quoi. Et déjà, ça lui permet de voir les choses un peu différemment. Donc, la manière dont on s'exprime, l'impro, c'est beaucoup de l'écoute, c'est beaucoup voir un peu comment je m'adapte à une situation. Et donc, voilà, je vois que cette personne, elle a l'air anxieuse, il y a ci, il y a ça dans sa manière de se comporter, manière de se parler. Comment elle se positionne. Il y en a qui arrivent, ils sont ultra réfractaires à la semelle. Bon, je vous préviens tout de suite, hein, je suis là, mais je veux pas de semelle. Hein. Je pense que j'en ai pas besoin. Mais bon, il y a mon médecin qui m'a dit, ou un tel qui m'a dit de venir, alors je suis là. Il pareil. Tu leur parles et tout ça, et si tu arrives à bien faire ton boulot, ils changent totalement leur position. Ok, en fait, c'est cool. Et puis parfois, Ça en fait, sert à ils restent ça, bloqués. du coup, les semelles. Il paraît que vous êtes bon. Et puis en fait, s'ils sont bloqués, ça sert à rien, parce que le psychologique, il est hyper important. Hein. Un effet placebo, je crois que c'est 40% de tout traitement. Ok. C'est dingue. Hein. Même 2 effets placebo, s'il y en a un qui est vendu plus cher que l'autre, il va avoir des meilleurs résultats. Sur la manière dont tu le présentes aux gens, il va avoir des meilleurs résultats. C'est dingue. Hein. Le psychologique, le mental, il a une force énorme sur la santé. Donc évidemment, rien que ton discours, c'est hyper important. Et si tu
t'adresses et que tu arrives à bien comprendre ton auditoire et comment les rassurer, leur expliquer, leur faire comprendre aussi que tu t'intéresses vraiment à eux. T'es pas un vendeur. On fait pas ça pour faire du fric. On fait pas ça pour vendre. On fait ça pour les aider. Ben, c'est notre moteur. C'est je veux t'aider. Et moi, je veux leur faire comprendre, je suis ton allié. Si t'as un problème, tu reviens, il y a aucun souci, on voit. Mais moi, je suis ton allié, je suis dans ton camp et je vais tout faire ce que je peux pour t'aider. Et ça, une fois que tu arrives à le faire comprendre, et l'impro aide parce qu'on se met dans des situations, on essaie d'être à cette écoute, bah, ça aide beaucoup. Ouais. Je pense que c'est là-dedans. Ok, du coup, j'ai clôturé le podcast avec la dernière question. Si tu devais donner un conseil à un inconnu sur ce que ton parcours, ta vie, ce serait quel conseil que tu lui donnerais? Un inconnu comme ça, un conseil comme sur ça, mon parcours. Genre un truc, tu dis une vérité presque absolue à tes yeux sur la vie. Sur la vie. Ouais. Parce que j'ai dit dur. que ma phrase n'était pas assez vague, donc j'ai un peu plus d'écume. Ouais, non, c'est dur. Je sais pas, ça va être du flan. Non. Non, honnêtement, je sais pas trop. Faisons-nous confiance. Ok, moi ça me va. Ah, ça me Pour va. clôturer le- Écoutons-nous. Ouais, soyons à l'écoute des autres et de soi. Je pense que ça, c'est important. Il faut s'écouter. Et puis, si on sent qu'il y a un truc qui va pas, bah, il y a peut-être des solutions. Après, il faut se renseigner, il faut discuter. Mais déjà, s'écouter, écouter les autres, on a énormément à apprendre. Moi, j'apprends énormément de mes patients. Et c'est top, quoi. Voilà. Écoutons-nous. Merci d'avoir assisté à WeCast. Partagez pour faire connaître ce métier et on s'écoute dans 2 semaines pour découvrir ensemble une chargée de communication et de médiation culturelle.